Symfony. Comme il l'a dit, je m'appelle Sarah. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est mon compte Twitter. Et donc, je suis là pour parler de ce qui s'est passé durant 2017, début 2018, tout autour de Symfony. Donc, pas seulement que de la technique. Et d'ailleurs, je commence avec un petit disclaimer. J'ai dû faire des choix. J'espère que vous serez contents de ce que vous verrez. Dans tous les cas, je me suis donné une mission en tout cas. C'est de vous donner envie de migrer vers 4.1, ou au moins 4. Parce que l'idée, c'est quand même de bénéficier de toutes ces super features que je vais vous présenter. Et puis de toute façon, vous serez amené à migrer quoi qu'il arrive, donc allez-y. Mais avant de parler de features, je vais énoncer quelques chiffres. Donc, 3 versions, dont une LTS, 3.3, 3.4, 4.0. Je ne cite pas la 4.1 parce que c'est en mai et qu'on est en mars. Et puis, donc, on a eu quand même 7 branches maintenues avec 85 releases, qui est énorme, de 2.7 à 4.0, sans compter la 3.0 qui est plus maintenue. Autre chose, avec les blog posts, New in Symfony, il y en a eu 71. L'année dernière, il y en avait un petit peu moins. C'est impressionnant de voir que dès qu'une pull request émergeait, Javier est sur le coup pour nous tenir au courant, nous expliquer la feature. Donc là-dessus, je suis très admirative. Et on a 3 nouveaux membres de la core team. Le premier, Tobias, avec les recipes. Je ne vais pas en parler pendant cette conf parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais l'idée, c'est d'avoir un fichier de configuration pour faire en sorte que vos librairies, vos packages s'installent sans trop intervenir. Michael, ou Michael, team leader sur la partie sécurité, bienvenue à lui. Et bien sûr, Sam, pour le composant Messenger, qui a été mergé il n'y a pas longtemps, dont je vais parler un tout petit peu tout à l'heure. Mais c'est aussi les 10 ans du Symfony Live, et j'ai pas fait toutes les éditions. La première que j'ai faite, c'était en 2011. J'étais étudiante, et je me souviens, je me suis assise là, et je regardais Fabien parler de la nouvelle version de Symfony, grosse version, Symfony 2. Et je me souviens aussi que c'était, je pense, ce jour-là que j'ai eu envie de monter sur scène et de parler avec passion d'un sujet. Donc du coup, il y a un petit peu de nostalgie. En parlant de nostalgie, il est temps de dire au revoir à un certain nombre de choses. La première, c'est Symfony 1. Donc vous savez que pour maintenir une infrastructure, c'est coûteux. Et puis bon, Symfony 1, qui est-ce qui l'utilise encore? Peut-être qu'il y a encore des projets sous Symfony 1. Bon courage à vous. Bonne chance. Vous avez encore la doc, hein, c'est cool. Voilà. Le Symfony Installer a plus vraiment de raison d'être avec Symfony 4 Reflex. Donc du coup, on lui dit au revoir aussi. On dit au revoir aussi à Silex, ce qui a suscité des mécontentements, j'ai cru voir. Donc il est temps de migrer. Bien évidemment, pourquoi Silex s'en va? Parce que c'est assez redondant avec Symfony 4 Reflex. Donc quand je dis on migre, pas de panique, il y a une issue qui a été ouverte il y a pas mal de temps déjà, hein, le 16 novembre, pour pouvoir écrire de la documentation pour migrer de Silex vers Symfony 4. Si vous voulez contribuer, c'est le moment. Partagez vos déboires ou au contraire vos bonnes expériences pour pouvoir construire une documentation qui puisse aider tout le monde. On dit au revoir aussi à la standard édition. Logique parce que c'est plus trop dans la logique de Symfony 4. Ceci dit, vous pouvez quand même installer un projet avec une arborescence et des fichiers déjà de base pour vous, grâce à un Create Project avec Website Skeleton. Et vous pouvez voir que vous avez tout de base et vous pouvez commencer un projet sereinement. On dit plus ou moins au revoir aussi au Sensio Generator Bundle. Et l'idée, c'est de pouvoir générer une structure de fichier avec un tout petit peu de code pour initier une fonctionnalité, avec le CRUD et les formulaires. Et bien sûr, ça n'a pas vocation à faire le café. Donc, c'est juste générer une structure de fichier, pouvoir commencer votre fonctionnalité simplement assez vite. Du coup, c'est le moment de parler du code. Et en général, jusque-là, je n'avais pas montré de chat, donc c'est le moment.
J'espère que vous êtes un petit peu éveillés là-dessus, parce qu'il y a eu des nouveautés en masse. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des choix à faire et franchement, ça a été dur. Sachez quand même que j'ai fait une première partie qui couvre entre mars et novembre 2017. Bien évidemment, encore une fois, je n'ai pas tout couvert non plus dans cette conférence-là. Mais l'idée, c'était de prendre ce qui me semblait être le plus intéressant sur les versions 3.3, 3.4 et 4.0. Donc, allez jeter un œil. Et je ne vais pas vous balancer des features à la suite sans trop les rassembler. Quoique, je commence avec les améliorations majeures et je vais me concentrer sur 3 composants. Ensuite, on va parler de Developer Experience avec 2-3 features qui justement nous facilitent la vie. Et la dernière partie, je ne savais pas comment le regrouper, donc je l'ai appelé en bonus. Et vous pourrez piquer ce qui vous intéresse. Donc je me concentre sur la 4.1. Ouais, elle fut riche. Donc, pour les améliorations majeures, 3 composants principalement, Router, Workflow, Dependency Injection. Je pense que c'est dans Router qu'il y a eu le plus de nouveautés. Et je commence avec une belle amélioration concernant les performances. Donc pour pouvoir bénéficier de cette rapidité au moment de matcher les routes, il s'agit simplement de monter de version, vous n'aurez rien d'autre à faire. Et donc le benchmark qui permet de dire que c'est 77,7 fois plus rapide, c'est sur une application qui a 400 routes statiques et 400 routes dynamiques. Et l'idée, en fait, c'est de combiner l'ensemble des expressions régulières dans l'URL matcher plutôt que les faire une à une. Donc je vous invite à aller voir la pull request, et puis Nicolas Grecas aussi a fait des blog posts pour un peu expliquer sa démarche. C'est très intéressant. La deuxième fonctionnalité pour Router que je trouve sympathique, c'est la configuration inline. Donc ça, vous connaissez, c'est une configuration de route somme toute comme d'habitude. Et l'idée, c'est, pour les requirements et les defaults, de les inliner comme vous le voyez ici. Donc pour mon paramètre page, je le mets entre accolades, et ma regular expression, je la mets entre chevrons, et avec un point d'interrogation, j'indique simplement la valeur par défaut. Une fonctionnalité dont vous avez forcément entendu parler, les routes internationalisées, donc j'en reparle. Simplement pour dire que pour ceux qui ont déjà développé du code pour ça, que vous pensiez réutilisable, et puis à maintenir, etc., peut-être que vous dites, mince, ça aurait pu venir plus tôt. Voyez-le plutôt comme des économies, parce que du coup, vous déléguez la maintenance de cette partie-là à la communauté. Donc, n'hésitez pas à abandonner votre code, quoi. Vous pouvez internationaliser aussi au niveau des préfixes, et somme toute, c'est la même chose. Et ensuite, je parle de trailing slash. Donc, j'imagine que vous êtes en train de lire la slide, donc je vous laisse la lire. C'est pratique pour boire de l'eau. Donc, concrètement, actuellement, lorsque vous déclarez une route qui est dans le path /foo/, donc c'est pas ce que je suis en train de monter sur cette slide, hein, si l'utilisateur tape /foo, il sera redirigé avec une 301. Donc ça, ça fonctionne comme ça dans Symfony actuellement. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'idée c'est d'être consistant dans l'autre sens. C'est d'avoir /foo, et si l'utilisateur tape /foo/, il sera redirigé en 301 et il n'aura pas une 404, comme c'est dit ici. Alors, ça je m'en suis rendu compte au dernier moment du coup. Donc, vous savez que vous pouvez faire des redirections permanentes ou temporaires grâce à ce genre de configuration avec permanent à true ou permanent à false. Et l'idée avec la possibilité de faire des redirections 307 et 308, c'est de faire exactement la même chose que pour les 300 et 302, mais en gardant la méthode HTTP au moment de la redirection. Pour ça, vous avez juste à ajouter keep request method à true, et auquel cas, vous serez soit en 302, donc 307, soit comme une 301, mais en 308. Vous avez compris? Ouais. On passe au workflow. Donc bien évidemment, sur le routeur, il y a encore plein d'autres choses, hein. Mais c'est ce sur quoi je me suis concentrée. Donc, pour le workflow, la première fonctionnalité que j'ai trouvée sympathique, c'est les métadatas. Juste une question, qui est-ce qui utilise le composant workflow déjà dans ces applications ?
c'est bien adopté, c'est cool. Pour ceux qui ne l'utilisent pas encore et qui ne savent pas trop ce que c'est, l'abus de langage, c'est de dire que c'est une state machine. L'idée, c'est d'avoir un objet qui passe, disons, de place en place, on va dire d'état en état, d'avoir des transitions à chaque fois, et en plus, le composant workflow vous permet de pouvoir créer des chemins un peu compliqués, assez simplement grâce à de la configuration. Et l'idée, c'est que sous le framework bundle, on a le mot-clé workflows. On lui donne un petit nom, myWorkflow. On lui dit quel objet il peut supporter. Et ensuite, on va lui donner des places, des transitions pour pouvoir décrire son petit schéma. Et donc, avec cette fonctionnalité qui arrive avec la 4.1, c'est d'ajouter donc des métadatas. Et donc, vous pouvez le faire pour les workflows, donc au premier niveau, pour les places et pour les transitions. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. L'idée, c'est clé, valeur. Et donc là, j'ai envie d'injecter une petite variable route avec une chaîne de caractères dedans. Si je veux la récupérer en PHP, je vais devoir d'abord accéder à mon workflow. Et puis, j'ai une nouvelle méthode qui s'appelle getMetadataStore. Et en fonction de ce que je veux, dans un cas, je vais récupérer les métadatas pour un workflow, donc getWorkflowMetadata, puis get est la clé. Soit les métadatas pour une place, et auquel cas je passe en paramètre mon petit objet place. Et pareil, get la clé. Et enfin, pour les transitions, pour les métadatas des transitions, je vais simplement... vous voyez, c'est assez transparent. Vous avez la même chose avec Twig. On utilise la fonction workflow metadata et en fait, on joue avec le dernier paramètre. Soit on ne lui passe pas de paramètre et on est au niveau le plus haut, donc le workflow, soit la place, soit la transition. Une autre fonctionnalité que je trouve sympathique, donc le transition blocker, et l'idée c'est d'expliquer pourquoi une transition est bloquée. Alors avant de partir là-dessus, l'idée c'est de dire que, vous voyez le if not, workflow can, on passe l'objet à une transition. Et l'idée c'est de dire que est-ce que cet objet peut passer d'une place à une autre, donc exécuter une transition. Au moment où on appelle ce genre de fonction, on a un événement qui est lancé, et on peut faire donc un event subscriber ou un event listener, et c'est l'idée de ce code ici. Et dans cette méthode guard review, je vais récupérer mon post et je mets mon titre dans une variable intermédiaire et je regarde si le titre est vide. Si c'est le cas, je ne veux pas que mon article puisse passer à la place suivante, donc que la transition puisse s'exécuter. Donc du coup, sur l'event, je set blocked pour arrêter la transition, et je peux du coup sur l'événement appeler une nouvelle méthode qui s'appelle addTransitionBlocker. J'instancie un transition blocker et dedans je vais donner un petit texte qui explique. Et pour pouvoir l'afficher, du coup, j'ai simplement besoin d'appeler la fonction workflow build transition blocker list. Donc tout ce que j'ai pu, c'était au moment où ma logique métier fait que je ne peux pas exécuter cette transition, et je peux afficher le message. Enfin, le ou les messages, du coup. Et c'est tout pour workflow. Je me suis arrêtée là. Et on passe maintenant à dependency injection. Le processeur CSV, qui est bien pratique. L'idée, c'est de pouvoir mettre vos paramètres et les séparer par des virgules. Et donc, c'est simple. Là, je mets la Symfony Catway avec le point env. Mais dans les paramètres, ça marche aussi. Et donc, je déclare mon mailing list admin avec toutes mes variables. Et ensuite, pour pouvoir l'injecter à mon service mailer, je fais appel au %env CSV pour indiquer que c'est du CSV qu'il va falloir utiliser le processeur CSV. Et il faut savoir aussi qu'il en existe d'autres, JSON et puis plein d'autres. Sur celle-là, l'idée, c'est de pouvoir récupérer l'ensemble de ces paramètres en tant que service. Et donc, à gauche, je montre un exemple qui pourrait correspondre. Je crée mon service et j'injecte mon petit paramètre ici. Et forcément, il faut que je déclare mon service pour pouvoir injecter mon petit paramètre. Une autre façon de faire donc, avec Symfony 4.1, c'est d'utiliser le parameter back interface. Et du coup, je vais recevoir l'ensemble des paramètres de mon container. Et du coup, pour y accéder, j'ai juste à... sur ma variable, appeler la méthode get avec ma clé et c'est bon, j'y accède. Je passe à Developer Experience et j'en ai deux. En fait, j'en ai plusieurs, mais grosso modo, deux.
DIA test, vous savez que tous vos services sont privés maintenant, sauf si vous avez décidé de faire autrement, et auquel cas c'est pas une très bonne idée. Toujours est-il que quand vous faites vos tests, ça peut être un petit peu dérangeant. Donc l'idée c'est d'accéder au container via le kernel ou via votre client en fonction de ce que vous attendez dans vos tests. Et du coup ça vous simplifie pas mal la vie. La deuxième, c'est en fait subdivisé en 3, c'est concernant la console. Donc l'idée ici, si vous regardez la première ligne, elle change au fur et à mesure sans s'afficher juste après. Donc pour pouvoir faire ça, c'est super simple en fait. Il faut voir la chose comme deux sections. La première section, c'est ce que vous voyez en jaune. La deuxième section, ça sera ce qu'il y a en vert. Et donc dans votre code, dans votre commande, vous récupérez l'output, ce que vous recevez dans l'execute en deuxième paramètre, et vous allez chercher une première section, puis une deuxième section. Et l'idée, on fait un write-ln pour afficher la première phrase comme d'habitude, et ensuite, pour pouvoir l'overwriter, on utilise la méthode overwrite, et vous mettez ce que vous voulez dedans, et puis ça suit son cours, et c'est quand même assez simple. C'est pour éviter d'avoir une sortie super longue et qui est plus très lisible. La possibilité d'avoir plusieurs progress bars, et là, le même principe, deux sections. On passe la première section dans une instantiation d'une première progress bar, deuxième progress bar, et ensuite elles vivent leur vie indépendamment. Voilà. Et enfin, le tableau. Si vous voulez appender d'autres informations à la suite, c'est assez simple. On va utiliser la fonction appendRow. Et puis, vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez. Du coup, on arrive aux fonctionnalités que je trouve bonus. La première, ça concerne le cache. Donc, quand on développe son petit système et qu'on veut vérifier que ça fonctionne au fur et à mesure, jusque-là, à chaque fois, on était obligé de supprimer tout ce qu'il y avait dans son pool. Là, maintenant, on peut supprimer qu'un seul item, ce qui est bien pratique avec cette commande. Il y a des priorités dans les extensions aussi, ce qui peut faciliter l'overriding d'extensions déjà existantes pour Twig. Et là, on passe simplement en paramètre de la déclaration de votre service, on détaille la priorité, et plus la priorité est élevée, plus l'extension sera prise en premier. Pour lock, vous avez la possibilité de mettre à jour le TTL. Jusque-là, il fallait faire un lock refresh, et puis quand un lock refresh, vous ne pouviez pas passer le TTL, donc on rajoute 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, ce qui est un peu embêtant. Donc là, dans la méthode refresh, vous pouvez passer un paramètre, le nombre de secondes pour lequel vous voulez que votre lock soit gardé. Et du coup, ça devient bien plus pratique. C'est le moment aussi de dire au revoir à l'Advanced User Interface. Donc, dans tous les projets dans lesquels j'ai bossé, en général, on l'utilise. Et du coup, ça peut être un petit peu flippant quand on voit ça. Mais l'idée derrière ça, c'est vous savez, depuis pas mal de temps, avec Guard et tout ça, l'idée, c'est de simplifier tout ce qui est en rapport avec la sécurité, en particulier le code du composant, parce qu'il est assez difficile à comprendre et à maintenir. Donc, et puis même, c'est difficile à utiliser de manière générale, le composant sécurité. Donc, dans cette mouvance de je veux rendre les choses un peu plus simples, le user shaker, en fait, regarde plus si votre user implémente la Advanced User Interface pour appeler l'ensemble des méthodes pour dire, OK, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Ceci dit, si vous avez déjà du code qui fait appel à cette Advanced User Interface, l'idée c'est d'implémenter votre propre User Shaker. Vous pouvez étendre de User Shaker qui vient du composant sécurité. Et ensuite, vous verrez, il y a un cookbook, si vous ne le saviez pas, pour pouvoir enregistrer votre User Shaker et ensuite Avanti. Donc ça devrait aller, pas trop de panique là-dessus. Et en bonus, bien sûr, je ne pouvais pas parler d'une année de Symfony, surtout sur cette dernière semaine, sans parler du nouveau composant. D'autant plus qu'il y en a qui en ont rêvé et que grâce à Sam, c'est devenu réalité. Sam, si t'es là, t'as une putain de groupie, bien joué. Donc, le composant Messenger,
qui a été mergé il n'y a pas longtemps. Et je vous renvoie vers les slides de Sam, donc sa conf de ce matin. Et donc l'idée, c'est d'envoyer et recevoir des messages depuis vers une application. D'avoir surtout, enfin moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir la MQP support built-in. Mais bon, vous avez plein d'autres choses, et il faut quand même noter que c'est expérimental, et quand on dit que c'est expérimental, c'est que si vous décidez de l'installer sur vos projets, le composant peut évoluer, et du coup, casser votre code aussi. Donc faites bien attention avec ça. Jusqu'à la 4.2 de mon oreille me dit à droite. Il y a une pull request qui est ouverte pour la documentation. Il y a un truc que j'ai appris durant ces dernières années, c'est que la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de l'expliquer aux autres. Donc du coup, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, une bonne idée, c'est de contribuer. Donc je mets le lien ici. Et je m'arrête pour les fonctionnalités, parce que c'est quand même beaucoup. Ceci dit, avant de vous quitter, il faut que je vous parle d'un petit truc, d'un dernier mot. J'ai hésité longuement à savoir comment en parler, parce que c'est pas évident. Et donc je vais mettre la prochaine slide des bords de l'eau. La diversité. Logique, je suis une femme, je suis bien placée pour en parler. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand j'ai commencé mes études, donc j'ai fait une prépa, ensuite une école d'ingé, donc j'ai toujours été dans un environnement masculin, donc sous-représenté. Et puis c'est vrai que j'en suis bien accommodée en me disant, je vais adapter mon comportement en fonction d'eux, et puis les jours où c'est plus dur, on rentre un petit peu dans son trou, et puis on attend que ça passe, et puis on passe au jour suivant, et puis ensuite on se rend compte que au niveau du caractère, on forge quelque chose de plus. Ça, c'est pour mon expérience à moi. L'idée derrière la Diversity Initiative, c'est pas tant de, je l'ai entendu beaucoup quand j'en discute avec certaines personnes, c'est faire de la discrimination positive, où on n'a pas besoin de ça, où c'est du bullshit, ou au contraire c'est une super initiative. J'ai eu les deux côtés. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, moi je pense qu'en lisant ces blog posts, et puis en plus dans les blog posts il y a d'autres documents, c'est quand même touffu, hein, c'est pas juste du texte qu'on balance comme ça en se disant tiens, il y a un code of conduct, si ça se passe mal, tu nous le dis. Il y a une réflexion profonde qui est autour de tout ça, et je pense que si je devais en retirer un mot de tout ça, c'est bienveillance. Je pense que l'idée derrière la Diversity Initiative, c'est de vraiment pousser à ce que tous les membres de la communauté soient bienveillants, pas pour ouvrir les portes à d'autres personnes, parce que les portes, elles sont déjà grandes ouvertes depuis longtemps. C'est plus vous êtes d'accord que vous aurez plus envie d'aller dans un restaurant où il y a des serveurs sympas, et puis on vous offre une petite salade de bienvenue, tout ça, plutôt que dans un resto où on vous regarde un petit peu bizarrement. En général, on s'y assied pas, on part. Donc je pense que si c'est un sujet que vous entendez, mais que vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, passez du temps à lire les blog posts, même si ça vous énerve, même si vous n'y comprenez rien. Au moins pour vous sensibiliser et vous rendre compte que vous avez des personnes autour de vous, et puis quand vous vous adressez à eux, ça peut heurter, ça peut faire mal aussi. Et du coup, il faut faire aussi attention à comment on se comporte. L'idée, encore une fois, c'est, je pense, d'être bienveillant. Il y a un repo GitHub où il y a des issues. Je vous invite à aller voir et discuter avec Lucas à ce sujet-là. Puis si vous voulez venir en parler, je serais ravie d'en discuter avec vous. C'est le moment de dire merci. Je tiens à remercier quand même Sensio Labs et puis tous les gens qui sont à Sensio Labs qui m'ont permis d'être là aujourd'hui ici, puis de faire ce que je fais au jour le jour et de pouvoir parler avec passion de mon travail et des technologies que j'utilise. Et une autre manière aussi de dire merci, c'est d'utiliser ce Symfony Thanks, qui est assez simple à utiliser. Donc si vous ne l'avez pas encore, allez-y. Et puis de vous remercier, vous, de m'avoir écouté.